forora. Deme baba ninga falenebe iragile irame forora. Imuti mirio kuimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Inconditionnel de manège du savoir. Et bienvenue à Babanki, Hop Village, situé à une vingtaine de kilomètres de Bamenda Centre. Et c'est une grande communauté qui vit ici. On trouve près de 27 000 âmes qui vivent des cultures du champ. Et c'est ces seigneurs de la terre qui nous accueillent ici aujourd'hui et qui vous disent également bonjour. Monsieur Sassa, bonjour. Bonjour madame. Et bienvenue à Manège. Merci. Mesdames, messieurs, vous voyez donc que nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes nombreux pour partager le bien-être. Quelqu'un disait, les légumes, c'est la vie. Nous voulons partager la vie, la joie de vivre de ces populations de Babanki. Mais nous avons quelqu'un qui nous mène, quelqu'un qui a trouvé un bien-être également en venant aux côtés de ces belles personnes. Monsieur Satsa, qu'est-ce qui explique votre motivation, l'attention que vous portez à l'endroit de ces personnes? Oui, madame, je pense que l'agriculture constitue le maillon essentiel de l'activité de nos populations. Ces personnes, comme d'autres dans toute la République, dans les régions où nous avons parcouru, ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont besoin d'utiliser des semences améliorées, ils ont besoin d'obtenir aussi des hauts rendements. Ces rendements ne viennent qu'à travers des semences que nous sommes en train de distribuer, que nous sommes en train de créer. Et pour que cette technologie puisse atteindre le producteur le plus éloigné possible, il faut que nous ayons la volonté d'aller vers lui. Oui. Oui. Donc c'est pour cette raison que ces populations très actives de Babanki attendaient également d'avoir avec eux ces semences à haut rendement et nous avons décidé de venir les voir. La CRTV est au cœur de Babanki aujourd'hui. C'est également une très grande joie pour nous. C'est une très grande joie pour nous et un plaisir immense de savoir que la CRTV aujourd'hui, dans son manège du savoir, nous accompagne pour rencontrer ces producteurs que je connais très bien actifs parce que comme vous pouvez remarquer, on est en altitude ici. On est à presque 1200 mètres d'altitude par rapport au point départ de Douala. Vous comprenez qu'en altitude, il fait très frais et toutes les cultures ne réussissent pas toujours. Nous sommes obligés, dans notre processus de création variétale, de créer des variétés beaucoup plus adaptées aux conditions d'altitude. Oui. Plus vous descendez, plus il fait chaud et plus le climat, la température est favorable à la production. Plus vous montez, plus il fait frais, la sélection, les variétés deviennent beaucoup plus difficiles à trouver. Donc il faut leur apporter des variétés qui puissent répondre aux mêmes caractéristiques de production, je veux dire qui puissent répondre au même rendement que des variétés qui auraient pu être produites dans les basses terres. Ceci leur permettra d'améliorer non seulement, comme je le disais et je le dis toujours, notre plus grand objectif, c'est amener les jeunes à faire l'agriculture, quel que soit l'endroit du pays où ils se trouvent. Pour nous, c'est un sacerdoce, il faut bien qu'on le fasse. La motivation pour nous, c'est ces producteurs qui sont avec nous, pour qui nous voulons un très grand bien, leur apporter donc cette technologie afin que dans les altitudes, qu'on puisse également obtenir des meilleurs rendements, approvisionner nos marchés, améliorer nos conditions de vie, lutter contre la pauvreté. Voilà, Monsieur Sassa, justement, vous parliez des produits. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Qu'est-ce qu'on peut cultiver aisément ici? De tradition, les populations de Babanki ici sont très dans les alliums. Alors, ça veut dire? Les alliums, ça veut dire que c'est des populations qui produisent régulièrement les oignons, les poireaux et également des légumes racines tels que les carottes, les betteraves et les choux qui sont dans la famille des légumes aussi, des légumes feuilles. Donc nous leur apportons donc des variétés qui sont mieux adaptées dans les conditions. Vous savez,
dans chaque environnement, si les variétés ne sont pas résistantes aux maladies, il y aura une forte pression parasitaire qui viendra miner la production. Donc l'optique de venir dans des zones comme celle-ci, en haute altitude, c'est apporter déjà des variétés qui résistent au froid et des variétés qui sont beaucoup plus productives et qui s'adaptent mieux dans ces conditions. Vous avez justement parlé des maladies et récemment vous nous avez parlé d'un engrais bio ou biologique. Est-ce qu'ils ont aussi droit à cet engrais par rapport à ce qu'ils cultivent ici? Oui, l'engrais dont vous parlez, c'est Révolusol en fait. Oui. Comme je l'ai dit et je continue à le dire, Révolusol vient révolutionner nos sols. Compte tenu du fait que les sols s'appauvrissent, vous pouvez voir, parce que le fait d'utiliser les mêmes sols et les mêmes engrais chimiques à longueur du temps, les sols s'appauvrissent. Parce que non seulement l'engrais chimique apporte immédiatement le potentiel de rendement à la plante, mais les résidus qui restent dans l'engrais restent dans le sol et ont un impact négatif dans la qualité des sols. Avec Révolusol, c'est 600 bactéries plus 100 mycorhizes qui sont des compléments dont la terre a besoin, la roche-mère a besoin pour fixer le carbone avec l'aide pour fixer l'humus avec l'aide du carbone. Oui. Quand on utilise cet engrais, le sol retrouve sa fertilité d'antan, hein, sa fraîcheur, les sols deviennent plus filtrants et la plante reçoit son alimentation à dose calculée parce que c'est le sol qui lui donne ce dont elle a besoin. Donc, c'est pour cette raison qu'en utilisant ces engrais, nous améliorons non seulement la qualité de nos sols, mais également nous améliorons la qualité de nos cultures jusqu'au goût qui est nettement important quand on produit. Il faut tenir compte de l'aspect organoleptique. Oui. Également, nous travaillons avec ces produits qui viennent donc assainir l'environnement parce que comme il s'agit d'un engrais biologique, nous n'avons donc pas de risque de voir souffrir notre environnement. La bonne semence doit être celle qui respecte les délais de germination parce qu'elle doit posséder également un potentiel de germination assez élevé. Ce potentiel de germination, on appelle l'énergie germinative. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, sur une parcelle d'oignons. On peut constater là que après 9 jours, la qualité de la graine est bonne parce qu'on voit le nombre de graines germées qui sont en train de sortir du sol. Nous sommes ici sur une petite parcelle de carottes. Comme on peut voir, elle est à maturité. Elle est à maturité. Vous avez des variétés telles que Nucuroda, Amazonia, Shakira ou Madonna. Le plus intéressant, c'est d'avoir déjà la couleur. La couleur pour la carotte. Attendez, je descends, ça glisse. Hein? Oui. Je me suis déjà fait ça plusieurs fois. Tu vas voir là, des carottes de ce calibre qui sortent du sol. Il faut d'abord que le sol soit pénétrant pour permettre la tubérisation. Sinon, la carotte va pas rentrer bien dans le sol et elle va faire ce qu'on appelle, les producteurs appellent des borseurs. Des carottes de 18 cm, de 16 cm sont des carottes qui connaissent une très bonne attraction visuelle sur les marchés. Hein. On fait ça pour regarder le cœur de la carotte.
le cœur de la carotte doit être rouge. Wash one for me, please. Il doit être rouge. Ceci, la couleur aussi détermine le taux de sucre dans la carotte. Et puis le taux de carotène dans une carotte. Et là, c'est même encore plus rouge parce que c'est la New Kuroda. Si Oui. c'est la Kuroda comme les autres variétés standards, ce serait même pas... Le plus rouge, elle serait beaucoup plus blanche. Donc, Ah, c'est la caractéristique, c'est qu'il faut un cœur moins développé. Et puis, plus la variété à la couleur, quand je dis rouge, là, elle stocke davantage plus de bêta-carotène. Ouais. Ce qui est très bon pour la santé des yeux et même pour la santé en général. Parce qu'il y a aussi la fermeté du cœur, parce que Ouais. notre carotte, le cœur là est... Et il se détache. Oui, et ça pourrit vite. Oui, c'est ça. C'est dur, hein? Hop. Hop. J'y suis. Ouh. Attends un peu, il descend. Come behind. Come behind. C'est vrai que nettoyer comme ça, c'est très difficile, mais il y a une solution désherbante, comme on dirait, tromicile, qui est sélectif. Quand on le pulvérise sur une parcelle de poireaux ou d'oignons comme ça, les herbes vont mourir, mais la plante ne sera pas atteinte. Donc c'est une solution pour nettoyer également, tant ces parcelles que ces pépinières de poireaux ou d'allium. Hein. Ouais. Vous savez, la betterave, c'est celle qui donne qui tubérise. Elle donnera une racine grosse comme ça qui est toute rouge, couleur sang. Et généralement, c'est riche en une matière qui renforce le sang et puis fortifie les globules rouges. C'est très bien pour venir en aide aux enfants qui sont malnutris et qui sont anémiés. Allez, je vais vous faire goûter à une betterave rouge. Par contre, quand vous mettez là, elle se mange crue. Voilà, elle se mange crue. Vous pouvez la consommer crue comme on mangerait une patate. Voilà, voyez. Là, nous dégustons. Ah, là, vous dégustez. Donc, comme j'expliquais tantôt, elle est très riche et bonne pour les enfants anémiés, sous-alimentés. Même pour les personnes âgées. Ouais. Ouais. Vous avez des radis cerises là. Elles sont toutes rouges, mais à l'intérieur, elles ont la chair blanche. Alors là, vous voyez que si on va au-delà de sa maturité, il éclate en champ. C'est-à-dire, on va au-delà de 18 jours, il éclate en champ. Donc, il vaut mieux le récolter à 18 jours net ou venir au 17e jour et récolter. Vous comprenez qu'en diversifiant, on ne se retrouve pas face au problème de la concurrence. C'est de très beaux fruits. Dame Légumes qui est avec nous, je vais me faire le plaisir de t'offrir encore quelques aubergines du champ du producteur. Et je signale en passant que les producteurs ont fait en sorte que j'ai le droit dans toutes leurs parcelles. Ici, comme vous pouvez remarquer, on est dans une parcelle de chou rouge. Ce chou rouge, il s'appelle Red Ball, F1 Red Ball. Mais ce qu'on peut remarquer et tirer un coup de chapeau aux producteurs, c'est que l'état sanitaire est parfait. Quand vous regardez dans un champ, quand vous arrivez, la première des choses, c'est chercher les parasites. Je vais arracher un chou pour que vous puissiez voir comment se présente une tête de chou de Chine. Voilà, nous sommes là. Voilà. Vous avez là une tête de pomme de chou de Chine. C'est un chou qui se mange également comme des choux ordinaires, à la seule différence qu'il est beaucoup plus doux. Ce chou-fleur que je vais arracher tout de suite,
sur le marché, il ne coûte pas moins de 1500. Il ne coûte pas moins de 1500. Et quand on vient te l'acheter à 300 francs, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que c'est vous qui devez gagner et non pas ces Bayam Salam. Sinon, ça vous décourage dans la production. Je vais arracher également un pied de laitue. Vous voyez comment elle pomme là. Et on reconnaît que les plantes qui pomment, comme les laitues, les choux, ont cette particularité d'être des plantes très hygiéniques. Parce que selon qu'on nettoie les parties salies, on arrive à la pomme qui est plutôt protégée et qui forme quelque chose d'assez sain. Surtout pour les consommateurs naturels comme Albert Marie. Je vais te l'offrir. Je pense que plus tard, tu en auras davantage. Merci. Elle est craquante. Elle est craquante et très, très appétissante. Trouvez-moi un gros radis. Non, je l'ai trouvé, voilà. Tiens, j'ai trouvé un gros radis. Comme au champ, je marche toujours avec mon couteau. Ouais, parce que... Dame légumes. Au champ, je suis toujours avec mon couteau. Je vais vous faire déguster le radis. Vous avez vu que sa robe est noire, mais sa chair est blanche à l'intérieur. Vous allez déguster. Je vous conseille de serrer les dents parce que le radis, il est un peu piquant. Hein. Abel, merci. Écoutez, Richard, c'est moi qui l'offre aujourd'hui. Bien que... Viens goûter au navet. Voilà Abel, le navet là, il est rond, c'est sa particularité. Nous sommes presque au terme de cette visite. Donc je vous offre pour la route ce navet parce qu'après, je ne pense pas qu'on ait encore d'autres légumes. Ouais. Vous n'êtes pas seul dans cet accompagnement. On a également Madame Patience. Bien sûr. Patience, bonjour encore. Bonjour. Et bienvenue à Manège. Merci. Oui. CIATV, on dit souvent au cœur de la nation. Mais c'est ça, oui. Au cœur de la nation. Oui, aujourd'hui nous sommes au cœur de la nation, au fin fond de Sumobabanki. Et au quotidien, qu'est-ce que vous faites avec les agriculteurs? Avec les agriculteurs, nous les appelons beaucoup plus les maraîchers. Avec eux, nous travaillons, c'est notre quotidien. Que ce soit femmes, hommes, enfants, nous sommes tout le temps ensemble, afin d'aller un peu plus loin et de faire comprendre aux autres aussi qu'avec le maraîchage, ils peuvent avoir leur pain quotidien, s'occuper de leur famille. Comme vous pouvez voir, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a tout un monde. Ouais. Qui... On peut avoir une idée de ce que quelqu'un peut gagner en un mois, en une semaine? Il y a des carottes, ils sortent des carottes à tout bout de champ, à tout moment. Il y a du poireau. Bon, la culture de l'oignon, c'est une fois l'an, à la rigueur 2 fois. C'est en fonction de la variété qu'ils utilisent. Parce que nous les apportons des variétés vraiment adaptées à leur zone. Et vous voyez comme nous sommes en altitude, il y a des carottes adaptées à leur environnement. Et comment ça se passe? Est-ce que les femmes ont leur champ, les hommes ont les leurs, ou bien c'est toute une communauté qui marche ensemble? C'est toute une communauté qui marche ensemble. L'homme, la femme, les enfants, ils sont ensemble unis pour leur maraîchage et pour leur quotidien. Donc pour eux, on ne peut pas dire un business, c'est leur travail quotidien. Ils se nourrissent, ils envoient leurs enfants à l'école, les études et tout, à base du maraîchage qu'ils font. Donc, ils ont des cultures après 3 semaines et comme ils font la rotation au fur et à mesure, ils ne peuvent pas manquer une semaine sans aller sur le marché. Et quels problèmes ces populations rencontrent? Les problèmes qu'ils rencontrent, c'est les problèmes de beaucoup plus de marketing, de la commercialisation. Parce que non seulement quand ils travaillent, le fruit, le résultat est là, mais au moment d'acheminer les produits, les revendeurs leur fixent les prix. Mais ensemble, quand ils sont ensemble, quand ils se regroupent en formant des GIC, ils ont la possibilité d'imposer les prix aux revendeurs quand ils viennent. C'est en ce moment-là que c'est la solution à leur problème, quoi. Ils espèrent pouvoir imposer le prix. Parce qu'ils s'en sortent, mais ce n'est pas comme ils veulent. Ça nourrit vraiment son nom. Comment ça va, Joseph? Non, ça va bien. Oui, vous êtes ici. Quelles sont les difficultés que vous avez au champ?
Bon, ce que nous on demande au gouvernement de nous supporter, c'est des routes. Ouais. Les routes pour aller au champ, c'est notre problème ici. Il y a encore les jeunes de nos villages qui sont allés rester en vie. Et pour venir travailler avec nos villages, ça allait faire difficile puisqu'on n'a pas de route pour aller au champ. Mais la terre ici, on peut cultiver n'importe quoi ici sans avoir de problème. Tout comme les feuilles, ça pousse ici bien sans problème. Mais il y a encore le problème des semences qu'on voit ici. Notre problème, c'est d'avoir, notre secret, c'est d'avoir les bonnes semences. Ouais. Oui, si on a de bonnes semences, nous, on peut faire tout. Oui, de bonnes semences. Comme Semangri nous a commencé à nous apporter les bonnes semences. Nous, on voit maintenant que nos vies ont déjà changé, puisque c'est par le champ qu'on envoie nos enfants à l'école. On fait tout. C'est notre business. Ouais. Oui, le champ, c'est notre business. On n'a rien à faire. Même nos petits qui sont en vie, ils rentrent au village. Ils nous supportent aussi. C'est notre, oui, ouais. Au champ. Et au village, vous avez l'eau, vous avez la lumière. Oui, oui, il y a l'eau, il y a la lumière. Mais ce qu'on manque, c'est de route pour aller au champ. Merci. Et voilà, nous avons également à ce manège tout à fait spécial un ami qui vient de très loin et qui a bien voulu nous accompagner dans les champs ici à Babanki. Et bonjour. Bonjour. Oui, et comment vous appréciez les champs? Comment vous trouvez ici? C'est différent de chez vous? Il y a des choses en commun? Oui, bien sûr, c'est très différent de chez nous. Mais je suis quand même très heureux d'être ici au Cameroun et de voir les producteurs qui produisent de façon magnifique. Voilà, on se trouve dans un magnifique champ de poireaux, donc c'est très bien. Oui, c'est très différent de ce qu'on peut voir en France, mais nous, notre société Technisem, nous sommes vraiment spécialisés dans les semences pour les climats tropicaux. Oui. Et donc nos variétés sont spécialement étudiées et recherchées, et nous les travaillons pour qu'elles soient adaptées à ce type d'environnement. Et donc mon travail en tant que chef de produit sur les alliums, donc on a dit les poireaux, les oignons et les racines, comme les carottes et les betteraves, eh bien c'est de venir voir les producteurs, voir les champs, et de voir comment nos variétés s'adaptent sur ces terrains, voir si les agriculteurs ont des problèmes, et essayer de les résoudre avec eux. Et nous, quand nous revenons en France, peut-être travailler sur la recherche à améliorer un point, une résistance à une maladie ou une résistance à la sécheresse, quelque chose comme ça, qui permettra d'améliorer les rendements ici et la culture. Comment est-ce que vous conservez vos produits? Bon, c'est vrai que la conservation est souvent un problème. Ce qui est le vrai problème, c'est, comme l'a dit Patience avant, c'est de vendre. Oui. Et de vendre à bon prix. Et souvent, les agriculteurs ont un problème, c'est que leurs productions sont saisonnières. Alors les solutions sont souvent d'avoir des lieux de stockage qui sont abrités, donc pas de pluie, et qui sont ventilés. C'est-à-dire il ne faut pas que ça soit une maison avec des murs. Il faut qu'il y ait un peu d'espace de circulation d'air. Et par exemple pour les oignons, il ne faut pas qu'ils soient entassés les uns sur les autres. Il faut qu'ils soient un petit peu sur des étagères ou des choses comme ça, où il y a beaucoup de ventilation d'air. Et aussi utiliser des variétés qui se conservent bien. Il y a des variétés qu'il faut manger tout de suite. Et il y a des variétés qui peuvent attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois avant d'être vendues et après mangées. Ouais. Voilà. Et Et on travaille aussi sur un autre volet pour faire qu'on puisse vendre des oignons par exemple à différents moments de l'année. C'est-à-dire que nous, on crée des variétés qui peuvent se semer à différents moments de l'année. Donc on échelonne la récolte toute l'année et ça permet de ne pas avoir besoin de faire des longues conservations et de pouvoir vendre toute l'année à des prix corrects. nous avons un petit souci aussi par rapport aux tomates. Peut-être M. Salsa nous dira quelque chose par rapport à la conservation, parce que nous en avons parlé à une émission et des téléspectateurs ont
Noémie le veut de savoir comment conserver leurs tomates. Généralement, je vois les dames qui achètent dans des cajots et qui mettent dans des sachets plastiques et qui conservent dans leur congélateur pour celles qui en ont. Voilà. Bon, elles ressortent les tomates des congélateurs et peuvent les utiliser. Pour d'autres, ils peuvent les utiliser en chambre froide. Mais je pense que les techniques de conservation de tomates, les plus sûres, c'est la transformation. Parce que, comme je vous ai présenté des variétés aujourd'hui qui sont de longue conservation, qui peuvent se conserver 2-3 semaines, et on en a vu qui se conservaient jusqu'à 2 mois, pour des cas de cobra par exemple, vous ne pouvez pas continuellement stocker une tomate pendant 2 mois parce qu'il y a les conditions de production qui ne sont pas toujours favorables à la conservation par la suite. Les producteurs maraîchers, quelquefois, ne respectent pas toujours les techniques de production, notamment le respect d'utilisation des engrais appropriés pour tel type de culture, ce qui fait pour le cas de la tomate, qu'on se retrouvera avec certaines variétés qui, à maturité, seront chargées d'eau. Oui. Parce que le producteur n'aura pas respecté qu'à la phase de fructification, il ne devrait plus apporter de l'azote ou quelque chose qui apporte, qui fasse que les fruits absorbent plutôt l'excédent en eau. Donc, ces variétés ne vont même pas se conserver pendant 1 semaine, vous comprenez. Que s'ils respectaient les techniques de production, on arriverait à conserver également naturellement, en plein air, ces tomates comme on le ferait pour des oignons. Pour ne prendre que ce cas. J'ai réitéré qu'il est fort important que des usines de transformation puissent voir le jour dans notre pays pour permettre de consommer des tomates de conserverie fraîches. Parce qu'au sorti du champ, même si ce n'est pas vendu, le producteur aura la possibilité de transporter dans les usines qui seront transformées et retournées sur les marchés. Je n'insisterai jamais assez que si, au lieu de subventionner le petit producteur, on venait à dégager suffisamment de fonds pour mettre en place ou pour encourager les opérateurs économiques de l'agroalimentaire à mettre des usines de transformation, des unités de transformation, nous pouvons consommer nos tomates fraîches dans des boîtes, nous pouvons consommer des jus de mangue, nous pouvons consommer et voire même des techniques de conservation des avocats que nous perdons parce que les pertes après récolte sont un facteur énorme. On perd même plus qu'on produit parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour conserver. Et regardez, quand on venait tout à l'heure, vous avez vu, hier, vous avez vu la quantité d'ananas qu'on a en route. Mais si on ne conserve pas, à un moment donné, il n'y a plus d'ananas. On ne pourra pas avoir de jus d'ananas. Mais les jus qu'on achète dans les supermarchés, ce n'est pas des meilleurs. C'est bourré de tout ce qu'il y a de mauvais pour la santé. Ce n'est pas des jus qu'on consomme dans les boîtes qui viennent d'ailleurs, des pays, je ne sais pas d'où là. Mais si ça sort localement, je pense que nous, on consommera camerounais, on consommera nos propres produits et on aidera nos producteurs à évoluer. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de notre émission. Et quand vous conserverez ou quand vous consommerez, mieux encore quand vous dégusterez désormais les oignons, les carottes, pensez aux agriculteurs de Babanki qui le font avec beaucoup d'amour. Nous vous disons merci. Bonne journée.